C'est pour ça que je voulais vous remercier d'être là avec nous. Et surtout, on a comme un groupe beaucoup plus mixte cette semaine. Je vois les participants qui sont là. Habituellement, on est entre 12 et 15 personnes qui participent. Et majoritairement des membres du labo, des nouveaux, des anciens. Mais je suis très content d'avoir avec nous quelques collègues qui viennent de la ville. Bonjour Audrey et Cassandre, qui n'est pas de la ville, mais qui est avec le CRIC. Peut-être on peut faire un tour de table vite parce qu'il y a beaucoup de nouveaux mondes. Mais l'idée cette semaine pour l'atelier, c'est de vraiment avoir une réflexion collective autour de ce phénomène qui est la communication à l'ère numérique. Nos collègues qui sont spécialistes là-dedans vont nous faciliter le travail de mettre les bons mots au bon endroit. Mais moi, j'avais pensé à cet atelier comme autour de la question des médias sociaux en contexte interculturel. Je ne sais pas si c'est le titre que tu donnerais, Farah ou Véronica, mais d'où est venue l'idée pour l'atelier, c'est à travers une série je dirais, d'échanges informels à deux niveaux. Premièrement, entre le Labri et le CRIC, sur cette nouvelle stratégie que le CRIC est en train de mettre sur pied dans le cadre du programme de Femmes Relais. Véronica va nous expliquer un peu ça. Farah s'est rejoint à ces réflexions-là parce qu'elle a fait beaucoup de recherches sur l'utilisation des médias en contexte interculturel et surtout par les communautés ethnoculturelles. De l'autre côté, il y avait une série d'échanges informels avec nos collègues à la ville, donc spécifiquement au Vietnam, qui ont fait le même constat que nous, à peu près en même temps, que les moyens de communication traditionnels des villes, malgré l'importance que ça engendre pour la compréhension de la pandémie et la protection en contexte de crise sanitaire, bien, ces moyens traditionnels n'arrivent pas à atteindre le cible comme il faut. Et donc, il y a, je ne sais pas si les deux Audrey, si je résume bien la situation, mais j'ai senti une volonté très, très forte de votre part à vouloir s'assurer non seulement que le contenu des messages de la communication est culturellement sensible et qu'il est approprié, mais aussi qu'il passe par les bons chemins et par les bonnes façons de circuler. Donc, ce sont quelques questions qu'on a déjà abordées dans le cadre de nos échanges informels. Donc, je vous dis qu'aujourd'hui, on est vraiment à cheval entre le labo et le partenariat parce que nous avons, je pense que c'est la première fois que nous avons autant une aussi bonne mixité dans l'atelier. On a comme tous nos trois piliers du partenariat, des chercheurs universitaires, des personnes qui travaillent en milieu communautaire et des représentants des municipalités. Donc, je suis très content que tout le monde est là. J'espère qu'on va pouvoir naviguer facilement entre ces différents milieux de travail, ces différentes cultures professionnelles, parce que c'est ça le partenariat, c'est comme de l'interculturel en termes professionnels. Et puis donc, ça se peut que je demande à nos collègues de la ville de nous donner de répondre à quelques questions, de nous donner quelques indications aussi. On a prévu un atelier semblable la semaine prochaine au Réméry, donc le réseau des villes interculturelles, et certaines des mêmes personnes vont être présentes avec nous. Donc, je ne parle pas plus que ça. Peut-être, Maud, à la fin, on pourrait faire un petit rappel par rapport aux dates à venir et des trucs comme ça. Mais je pense que ça serait bien de commencer déjà. Donc, je vais demander à Farah et Véronica de nous dire un peu comment elles voient la présentation. Oui, absolument. En fait, moi, je vais débuter, je vais ouvrir la présentation en parlant de manière plus générale de médias traditionnels, médias sociaux en temps de crise. Et c'est Véronica et Cassandre qui vont terminer la présentation en présentant un exemple concret d'utilisation de médias sociaux pendant une crise avec la crise sanitaire. Une petite parenthèse,
Tu parlais là, en introduction là, de la fébrilité. Nous, ça fait 2 semaines à Québec là, qu'on a commencé à déconfiner. Ça fait tellement du bien. Donc, ne lâchez pas, mais vraiment, ça fait peur un peu au début, mais on finit par s'habituer et ça va très, très bien. Ça se passe bien en garderie, ça se passe bien dans le milieu de travail. Donc, Pour une fois, Montréal va suivre l'exemple de Québec. ouais, Je suis en train de me dire que c'est de rester confiné encore longtemps qui fait peur plus que le déconfinement. Oui, c'est ça. Peut-être avant de commencer, j'ai oublié, est-ce qu'on peut juste faire un tour de table vite, parce qu'il y a des personnes qui ne se connaissent pas. On va commencer avec Pierre en haut, à gauche. Oui, bonjour. Je suis à l'Université d'Ottawa. Je suis un chercheur historien de l'immigration à Montréal. Et membre du Labri. Oui. Vous connaissez Bob White, bonjour tout le monde. Audrey Mailloux. Oui, bonjour tout le monde. Alors, Audrey Mailloux, je suis conseillère en partenariat territorial pour le BINAM, le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal. Puis, on est 6 à avoir ce titre-là un peu particulier qui nous amène à travailler beaucoup sur le terrain avec les organismes qui, eux, dans le fond, travaillent de près ou de loin avec les populations immigrantes. C'est les fameux nouveaux rôles des TIP. Donc, TIP, ça veut dire… Les noms, ça de long, là? Oui. Il y a comme des territoires d'inclusion prioritaires. Oui, c'est ça. Et en fond, ça regroupe 8 arrondissements parce qu'il y a des territoires. En fait, il y a 2 territoires qui regroupent 2 arrondissements. Donc, en tout, si je fais juste nommer les arrondissements, c'est Annecy-Cartierville, Montréal-Nord, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Il y a Anjou-Saint-Léonard, Pierrefonds, Roxborough et Saint-Laurent. Et il y a Viré-Saint-Michel-Parc-Extension. C'est ça. Et donc, vous, les deux, Audrey, vous êtes tous les deux des agents TIP. Ouais. TIP. TIP. Moi, je suis TIP Annecy-Cartierville. Okay. Puis, Audrey Vadi, je vais te laisser te présenter toi-même. C'est comme un nouveau rôle qui existe à la ville. Oui, depuis septembre 2018. Puis c'est ça, qui s'est raffiné, qui a évolué à travers le temps aussi. Donc, ça, merci beaucoup. Farah, je pense que tout le monde te connaît. Farah Bérubé, professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières en communication sociale. Et mes expertises sont en communication interculturelle. Donc, je travaille à Trois-Rivières, j'habite à Québec, puis j'ai les groupes de recherche à Montréal. Donc, je me promène sur la 40. On voit ça. Cassandre. Oui, bonjour, moi c'est Cassandre Gratton. Je suis stagiaire au CRIC depuis septembre dernier. Puis depuis début avril, je suis comme coordinatrice du projet des femmes relais 2.0, dont on va vous parler un petit peu plus en détail. Puis sinon, je suis… Officiel? Quoi? C'est le nom officiel? Ouais, officiel, petit surnom. Sinon, je suis étudiante à Concordia. Je vais commencer ma maîtrise en sciences politiques avec un projet de recherche axé sur l'immigration en automne prochain. Donc, excellent. Véronica. Véronica Islas, directrice Carrefour des ressources interculturelles. Et membre de partenariat avec les Labri depuis vraiment longtemps. Oui, membre fondateur du partenariat. Audrey, ouais. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, je suis la collègue d'Audrey Mailloux et moi, je travaille pour le territoire principalement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, donc conseillère aussi pour les territoires d'inclusion prioritaire du BINAM. Merci de nous accueillir. Merci. Joseph? Joseph Lévy, je suis prof à la retraite de l'UQAM, je suis anthropologue et je suis membre de prof du Labri. Oui, et membre du comité scientifique aussi, je pense. Oui. Ouais, comme Pierre, d'ailleurs. Sylvie, bonjour. Bonjour. Alors, membre du Labri, professeur à la Faculté des arts de l'UQAM et intéressé par les questions interculturelles dans le cadre de doctorat en anthropologie post-carrière en art. Donc, c'est comme mon projet de retraite. Très bien. Maude? Multitasking en voiture. Moi, Maude, coordonnatrice du Labri, étudiante au doctorat en anthropologie. Je m'intéresse aux questions interculturelles et plus particulièrement la formation interculturelle. Et tu pratiques les confinements, évidemment. Les confinements? Le déconfinement.
Le déconfinement, ben, je suis confinée dans ma voiture, mais pas dans ma maison. Très bien. C'est moi qui Jorge conduis en Fosini. passant, juste Ah, pour être OK, sûre. OK. C'est pas une voiture anglaise, alors. Jorge Fosini. Ah, je sais Oui, pas s'il est pardon, là. pardon. Il cherche- Oui, oui. Donc, professeur à l'UQAC, membre du LABRI depuis très, très, très longtemps, aussi membre du comité scientifique. Voilà. En communication, professeur en communication. Merci beaucoup. Charles, est-ce que tu es là? Ah, il faut mettre ton micro, attends. Ouais, il faut mettre ton micro, on ne t'entend pas. Merci. Ah, OK. Ah, étudiant au doctorat à l'Université de Montréal. Je m'intéresse beaucoup plus à la diversité culturelle et le bien-être humain, c'est-à-dire comme la santé, disons. Très bien. C'est excellent. Donc, on va commencer tout de suite. Farah, excuse-moi, je t'ai coupé un peu l'introduction, là. Oh, oui, oui, ça va, ça va. OK. Merci. Bon, on peut commencer maintenant. OK. Donc, j'ai intitulé ma présentation d'aujourd'hui Médias traditionnels, médias sociaux en temps de crise, théorie des pratiques et des usages. Serge Proulx, professeur émérite à l'École des médias de l'UQAM, est un spécialiste de la communication et des médias. En 2014, j'ai eu la chance d'assister à sa présentation en conférence plénière du Colloque international d'Agadir sur l'explosion des plateformes numériques et l'injonction d'y participer. Selon lui, les plateformes numériques affectent aujourd'hui la majorité des pratiques de communication. Instamment, les utilisateurs sont invités à participer activement au monde numérique. Déjà en 2014, Proulx remarquait que l'Internet avait explosé en une multitude de plateformes distinctes, mais interconnectées. Un exemple probant de cette application aujourd'hui sont les plateformes de la famille Google. Je me suis amusée hier à essayer de dénombrer combien d'applications et de plateformes Google il y a. Il y a une page Wikipédia qui recense justement la liste des services par année et j'ai réussi à en compter 187. Donc, c'est juste 187 pour Google. Donc, ces plateformes numériques qui ont pris une telle ampleur constituent des espaces publics ou semi-publics où des informations citoyennes peuvent circuler et s'échanger. Pour citer Proulx, ce type d'échange entre citoyens, distinct des échanges proprement commerciaux, offre la capacité de nourrir ou d'engendrer des pratiques de résistance qui peuvent être culturelles, politiques, etc. Les quasi toutes premières formes de pratiques de résistance dans les médias sociaux ont opéré en temps de crise lors du printemps ou des printemps arabes. S'en est suivi un tsunami de cas à l'international où on a observé que les pratiques des médias sociaux ont joué un rôle significatif dans le déroulement des crises. J'ai moi-même réalisé une étude du genre sur la mobilisation citoyenne mexicaine, le mouvement Yo Soy 132, qui a secoué les élections présidentielles de 2012. Si le texte vous intéresse, j'aurais aimé pouvoir vous en offrir la lecture, mais j'ai seulement que le bouquin, je n'ai pas l'accès à l'article en format numérique. Mais si ça vous intéresse, c'est un article qui a été publié dans l'ouvrage Médias et changements, formes et modalités de l'agir citoyen, un ouvrage dirigé par Dagmy, Toumi et Amsider aux éditions L'Harmattan. Les études en communication sur le sujet des médias sociaux numériques en temps de crise ont explosé, relevant que l'émergence de ces médias avait fait perdre aux médias de masse traditionnels ainsi qu'aux journalistes leur pouvoir de contrôle de l'information transmise au public et des débats dans l'espace public. La crise, ce mouvement qui bouleverse un système jusque-là cohérent. Est-ce que ça va? Oui. Ah, OK, parce que ça a comme bougé dans les écrans, c'est bon. Donc, la crise, ce moment qui bouleverse un système jusque-là cohérent, peut être de différentes natures. Dans le cas qui nous préoccupe tous ces jours-ci, elle est sanitaire. L'information que les autorités cherchent à faire circuler est préventive. Lavez-vous les mains, portez un masque, etc. Elle est aussi coercitive.
fermeture des commerces, rassemblements interdits, réouverture de certains secteurs d'activité, mais avec certaines règles. Le public, les publics que doivent rejoindre les autorités sont tous les membres de la société. Dans ma vie de fonctionnaire où j'ai occupé un poste de relationniste au directeur général des élections du Québec, j'ai élaboré de grandes campagnes nationales de communication pour la tenue de scrutins provinciaux, municipaux et scolaires. Mais j'avoue que le défi des communicateurs gouvernementaux dans la crise actuelle est encore beaucoup plus grand, alors qu'ils doivent rejoindre petits et grands, francophones et allophones, Montréal et les régions, etc. Au Québec et ailleurs, on a donc formaté des messages adaptés pour les ados, les tout-petits, les seniors. J'ai constaté, et les deux Audrey sont là pour en témoigner, qu'on travaille également à rejoindre les membres des communautés ethnoculturelles. Les citoyens et les groupes de citoyens, via les médias sociaux, occupent eux aussi un espace dans la transmission et le partage d'informations sur la COVID-19, voire ils débattent de cette crise sur les médias sociaux numériques. Véronica et Cassandre vont présenter dans quelques instants un exemple original d'utilisation des médias sociaux par un groupe de citoyens pour rejoindre et informer le public des communautés ethnoculturelles pendant la crise sanitaire. Je suis convaincue que les études, les colloques et les articles en communication et en médias sur le sujet des pratiques et des usages des médias sociaux numériques pendant la crise sanitaire vont polluer. On doit laisser le temps à la recherche de se faire. Incidemment, il est trop tôt pour affirmer que, comme dans le cas des autres crises, les médias sociaux numériques ont permis aux citoyens de prendre le contrôle de l'information et de débattre de la crise. Personnellement, ça c'est une opinion personnelle, j'observe un retour en force des médias un peu traditionnels. J'observe un retour en force du journalisme, de la consommation des médias traditionnels d'information, du suivi attentif des conférences de presse des gouvernements. Mais c'est peut-être un peu passager aussi. Mon autre observation concerne la particularité en confinement de cette crise qui force les citoyens à user des médias sociaux numériques pour toutes sortes de raisons. Pour demeurer en contact, pour s'informer, pour travailler, pour socialiser et réseauter, pour se divertir, pour obtenir des soins, pour consommer les produits essentiels, etc. Imaginons-nous vivre la même crise en 2003, soit 1 an avant la création de Facebook. Comment aurions-nous vécu le confinement sans les médias sociaux numériques? C'est une question que je laisse ouverte. Excellente question en plus. Merci beaucoup. Est-ce que Véronica et Cassandre, vous voulez comme enchaîner ou… Oui, mais on pourrait enchaîner totalement. Mais en fait, comme moi, j'allais un peu vous parler là, de comment on faisait un projet avant la crise et comment on l'a adapté ensuite. Ça va être ma collègue Cassandre qui va vous parler de ça, là, mais par rapport aux besoins. Donc, on a un projet que l'ECRIC chapeaute depuis vraiment depuis 8 ans à ce moment, qui est le projet des femmes relais interculturelles. Ça va faire 9 ans, en fait, bientôt, là, comme de ce projet-là, quand il était comme en balbutiement. Et en fait, les projets visent, en fait, c'est un moyen pour accompagner les familles dans leur langue. Nous, on va aller former des femmes de plusieurs origines qui parlent le français et leur langue maternelle. On va les former pendant 1 année pour qu'elles puissent faire les relais ou rentrer en fait en position d'accompagnement ou d'aide avec des personnes de leur propre communauté. Donc, pour les femmes relais, c'est un projet d'insertion socio-professionnelle. On va les accompagner aussi pour faciliter leur insertion. Il faut aussi dire là, que le profil de femmes relais est un profil assez crème de la crème. Là. Ce sont des femmes qui ont comme un minimum 80% de femmes relais à un bac. Il y en a plein qui ont des maîtrises, des doctorats. On a eu des personnes post-doctorants, quand même c'est assez intense. Et qui n'arrivent pas à trouver un emploi ici. Donc, on fait l'accompagnement auprès des autres. Aux autres, ils vont faire l'accompagnement auprès des familles.
faire la traduction, l'accompagnement, traduire des codes culturels et faire la traduction aussi langagère. Donc, parler faire l'explicitation de tout ce qui est évident, mais aussi de tout ce qui n'est pas évident. Donc, rentrer dans l'explicitation de la culture, des attentes par rapport à la culture québécoise, faire un peu les ponts entre les deux. Cette traduction culturelle-là, comme un peu comme des médiatrices culturelles, mettons, si on veut dire. Et aussi, il y en a comme un troisième volet qui est vraiment une démarche d'implication citoyenne. Là. Donc, comme on va aussi les inviter à participer dans une approche citoyenne, qui est une approche qui n'est pas propre nécessairement à toutes les cultures, elle n'est pas universelle, elle est quand même ancrée dans la culture occidentale. Et il y a une façon d'apporter toute cette culture-là à Montréal. Puis, en fait, nous, on utilise beaucoup ça pour leur donner un sentiment d'empowerment, puis vraiment de pouvoir d'agir par rapport à l'impact qu'elles peuvent avoir. C'est un projet qui marche très bien. Et là, comme en fait, avec la crise de la COVID, on s'est aperçu là, comme il a fallu qu'on s'est confiné. Et il a fallu comme réanalyser nos façons de rejoindre les personnes. Et c'est certain que c'est là que, comme nous, ça faisait un moment quand même que comme les Creeks étaient un peu amis avec plusieurs groupes d'immigrants, comme avec des groupes de Maghrébins, des Péruviennes à Montréal, des personnes de partout là, du monde, là, partout dans le monde à Montréal. Et là, comme c'était vraiment question d'inviter les femmes relais pour qu'elles puissent vraiment comme continuer à participer au projet. Parce qu'en fait, les femmes relais, il faut le dire aussi, là, comment elles s'impliquent au départ. Il y en a comme une des forces du projet, c'est que comme elles mobilisent le désir des femmes de contribuer, de se trouver utile. Ce sont des personnes qui ont perdu beaucoup le sentiment de confiance. Tu sais, comme elles n'arrivent pas à décrocher un emploi, donc elles se trouvent comme elles perdent le sentiment de confiance en elles-mêmes. Et comme le fait d'aider d'autres personnes va rebâtir leur confiance en soi, puis va faire en sorte qu'elles vont pouvoir se remobiliser, puis rebâtir, redécouvrir toutes les compétences qu'elles sont et les déployer autrement. Donc, c'est vraiment comme c'est un fil conducteur par rapport à leur implication. Et c'est certain que pour nous, ça nous aide à rejoindre des personnes en plusieurs langues. Donc, on a relancé les volets de formation en ligne par Zoom, par Meet. Mais la question mais finalement, on se disait que ce serait vraiment important comme de continuer à faire les accompagnements. Et il y en a toute une question téléphonique qui est comme compliquée et tout. Donc, c'est là qu'on s'est dit que Facebook pourrait être un moyen d'aller rejoindre des personnes parce que même des personnes qui sont peu scolarisées, qui ont des barrières ou parfois qui sont comme carrément analphabètes, qui ont des barrières de langage, sont sur leur téléphone comme avec Facebook. Tu sais, comme la majorité des personnes ont des téléphones intelligents et c'est un moyen d'aller rejoindre des personnes dans leur langue. Donc, c'est de là que l'idée du projet des femmes relais 2.0, ambassadrice 2.0 est née. Et on a fait une demande à Centraide dans les fonds d'urgence qui a été acceptée. Donc, en ce moment-là, ça va être plutôt comme Cassandre qui va vous expliquer les comment comme tout se déploie. Et c'est certain que, juste vous dire que quand même, il y en a une partie de la population, là, comme même des femmes relais, les femmes relais qu'on avait qui étaient les plus fragilisées ne participent pas parce qu'elles n'ont pas d'ordinateur, littéralement. Là, là, on rentre dans la barrière numérique qui devient un obstacle pour certaines femmes relais. Là, quoi. Mais en général, pour les autres, c'est simple. Comme pour les autres, c'est facile, mais il y a une partie de la population qui reste vraiment comme... On ne pense pas que c'est la seule solution, mais c'est une solution qu'il faut aller vraiment comme chercher pour rejoindre une partie de la population. Et moi, je pense que c'est une grande partie de la population qui est dans les réseaux sociaux aussi. Donc avec ça, là, comme Cassandre pourrait vous expliquer plus en détail les projets 2.0.
Oui, donc je vais enchaîner. En fait, c'est ça, je vais vous présenter un peu là, certains défis qu'on a rencontrés, peut-être pour susciter quelques discussions. Puis après, c'est ça, on va passer, je vais présenter un peu les solutions qu'on est en train de, les changements, les modifications qu'on apporte, parce que c'est un projet qui s'est développé très rapidement. On essayait comme de répondre un peu à ce qui se passait. Puis, fait que c'est ça, c'est un projet qui évolue beaucoup, là, qui a évolué puis qui continue d'évoluer. Donc, en fait, juste pour donner une idée, là, pour le moment, c'est une dizaine de femmes relais qui sont impliquées, donc c'est quand même un bon nombre. Puis, elles parlent 5 langues, puis elles font partie d'une vingtaine de groupes Facebook de différentes communautés culturelles. Donc, en fait, quelques défis qui ont été rencontrés. Le premier, ça a été la création des Facebook. Juste d'un point de vue technique, ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Juste de créer, j'avais comme créé tous les Facebook, puis là, ça a tout bloqué parce qu'il avait été créé du même ordinateur. Fait qu'en tout cas, ça a été un petit obstacle. Ensuite, il y a eu quelques petits obstacles par rapport, en fait, à des difficultés interculturelles. Donc, de la façon qu'on avait présenté le projet, c'est un peu 3 volets. Donc, il y avait la diffusion de l'information, il y avait des interventions. Donc, si jamais il y avait de l'information qui semblait inexacte, qui circulait, de pouvoir intervenir, inviter la personne à consulter la bonne source, des choses comme ça. Puis aussi l'idée des accompagnements. Donc, d'inviter les gens à poser des questions par Messenger si jamais ils voulaient plus de détails ou des choses comme ça. Donc, en termes interculturels, on a une femme relais spécifiquement, en fait, qu'on avait envoyée dans des groupes de communautés Punjabi qui ont tendance à être anglophones parce qu'elle est anglophone. Fait que là, il y a eu quelques petits défis par rapport à ça. Elle ne savait pas trop comment aborder l'idée d'aller dans des communautés qui ne faisaient pas nécessairement partie de sa communauté culturelle sans avoir l'air un peu ah, moi, je connais tout, j'ai toutes les réponses sur la COVID, vous n'avez pas la bonne information, venez me rejoindre. Fait que ça, il y a eu des petits défis par rapport à ça. Par exemple, il y a aussi certaines communautés culturelles. Une des femmes relais qui vient qui est une communauté russophone. Puis elle a dit, moi, dans ma communauté, c'est vraiment, tu sais, je me sentirais vraiment pas à l'aise d'intervenir puis de dire à quelqu'un qui n'a pas la bonne information parce que ça va créer vraiment des gros... les gens sont très méfiants, très... Fait que là, ça, il y a eu comme des petits ajustements, de dire, OK, ben là, tu peux concentrer plus sur la diffusion au lieu de l'intervention, de ne pas directement dire à quelqu'un, ah, ça fonctionne pas... puis de juste dire, ah ben moi j'ai cette information-là, puis tu sais, sans... Fait que c'est ça, changer la posture un peu. Puis aussi la communauté chinoise, entre autres, qui n'utilise pas Facebook. Comme on sait, Facebook n'est pas permis là-bas. Donc, c'était plus... il y a eu comme un peu un processus là, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour avoir de la flexibilité par rapport à la plateforme. Fait que ça a été un peu... c'est ça, un ajustement aussi. Aussi, il y a eu moins de retours que prévu quand même. Je pense qu'au début du projet, on avait beaucoup en tête que en assurant une présence dans les réseaux sociaux, en diffusant de l'information, les gens qui étaient à la recherche d'informations allaient rejoindre les femmes relais. Il y a eu des retours quand même, là, des gens qui posent des questions et tout, mais moins que ce à quoi on s'attendait. Donc, on est en train de, je vais en parler un petit peu plus tard, mais on est en train de réajuster. Puis aussi, différents petits trucs techniques là, qui ont été, qu'on a eu à discuter, des choses un peu techniques en lien avec les réseaux sociaux, entre autres, gérer les demandes d'amitié. Donc, c'est sûr que, tu sais, en créant un compte, elle recevait des demandes d'amitié. Fait que là, elle ne savait pas trop, tu sais, c'est un peu un angle mort qu'on avait eu en développant le projet. On leur avait dit, ben, vous pouvez ajouter des gens, si vous connaissez des gens qui pourraient bénéficier de l'information que vous diffusez, mais qu'elles reçoivent des demandes d'amitié, là, elles ne savaient pas trop qui accepter, qui ne devait pas. Fait que là, ça a été un peu la discussion de la nuance. Ben, regardez que les gens habitent à Montréal ou si vous voyez que quelqu'un vous ajoute puis là, pose des questions qui n'ont pas rapport, vous pouvez le bloquer. Fait qu'en tout cas, ça a été un peu la gestion de ça. Puis c'est ça, en gros, je pense que
le plus gros défi, en fait, qui revient, puis ça, je pense que c'est dans tous les milieux communautaires, c'est un défi qui revient beaucoup, mais c'est vraiment la difficulté de transposer le lien de confiance en ligne. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui revient c'est ça, tu sais, de rendre ça plus humain, en fait, là. C'est sûr que c'est ça, en ligne, ça reste en ligne. Fait que c'est ça, c'est un peu la difficulté générale là, que le projet a rencontré. Puis par rapport aux ajustements qu'on est en train de faire, entre autres avec l'aide de Bob et Farah, qui est très appréciée. Donc, c'est ça, on est en train un peu d'inviter les femmes relais à penser un peu à la posture qu'elles prennent. Donc, aller un peu au-delà du partage d'informations, puis d'être plus active, mais aussi justement, plus personnelle. Donc, par exemple, quand on a parti le projet, bien, on avait dit, tu sais, c'est l'information sur la COVID. Mais là, tu sais, le momentum des premières consignes est un peu passé et tout. Fait que là, on voit qu'il y a une nécessité de rajuster puis de dire « Ah, ben c'est pas nécessairement juste l'information du gouvernement, c'est un peu de réfléchir, vous, quelle information vous aimeriez avoir, mais si c'est pertinent pour vous, ça peut l'être pour quelqu'un d'autre. » Fait que c'est un peu, c'est ça, la réflexion de quelle information partager, quelle information les gens ont besoin. Donc, c'est ça, la posture, fait que Farah, entre autres, elle avait suggéré aussi de les encourager à parler au « je ». Donc, ça aussi, ça semble aider. Quelque chose qui a bien fonctionné aussi, là, c'est quand les femmes relais elles font vraiment, elles répètent, en fait, l'invitation à des gens de les contacter en privé. Donc, des fois, c'est vraiment ça que ça prend, là, de rappeler qu'il peut y avoir une conversation et non juste commenter ou des choses comme ça. Donc ça fonctionne bien. Puis aussi, peut-être juste souligner, en fait, là, pour terminer, que jusqu'à maintenant, tu sais, le retour des femmes relais qui participent au projet est vraiment super positif. Elles ont vraiment apprécié, elles apprécient beaucoup le projet, l'opportunité d'utiliser un peu l'espèce de contexte de la COVID pour comme channel ça en quelque chose de plus productif et plus utile. Puis, elles sont vraiment très ouvertes aux suggestions puis aux améliorations. Donc, c'est quelque chose qui est ressorti là, dans les derniers retours que j'avais faits avec elles, c'est qu'elles voulaient justement avoir des façons d'augmenter leur impact puis d'avoir un petit peu plus de retours. Donc, il y a un document qui a été monté avec toutes sortes de stratégies qu'elles peuvent prendre. Donc, comme j'ai dit, le parler au jeu, des choses comme ça. Répéter leur message, se présenter, dire « Ah, je suis femme relais au CRIC, tu peux m'écrire pour avoir plus d'informations. » Puis c'est ça, elles sont super ouvertes puis très, très enthousiastes à l'idée d'augmenter leur impact. Donc c'est ça. En gros, on est en processus d'améliorer l'impact, mais jusqu'à présent, là, ça semble... on apprend beaucoup, puis elles semblent beaucoup apprécier les retours qu'elles ont, même si c'est moins que prévu. Mais donc, c'est ça. Ça fait pas mal le tour. Merci beaucoup pour vos 3 présentations. Moi, je commencerai avec peut-être quelques questions pour Véronica et Cassandre. D'abord, je voulais vous féliciter parce que dans tous les partenaires, vous êtes les premiers qu'on a vu commencer à moduler les actions immédiatement et puis à essayer de s'adapter à la situation. C'est comme dans votre cas, vous, où le contact entre les personnes, c'est la base du programme de Femmes Relais. Vous avez compris tout de suite qu'il fallait s'ajuster, sinon vous allez perdre l'adhésion des Femmes Relais, des participantes au programme. Mais qu'en même temps, vous avez comme observé tout de suite qu'il y a différents canaux de communication, différents registres de communication, différents outils. Et donc, Farah pourrait peut-être nous donner un peu les bons mots pour expliquer ça, mais de l'information qui circule de face à face, c'est pas pareil que de l'information qui vient d'une ville, c'est pas pareil que de l'information qui se passe dans un univers de face de book, comme on l'appelle. Et donc, Véronica, au début, j'étais vraiment surpris parce que
Tu te souviens de nos premières conversations, c'était, tu m'expliquais un peu le besoin et comment il fallait moduler le travail, la façon de travailler complètement. Et moi, j'avais dit, OK, donc c'est-à-dire que tu veux essayer de contacter les différentes communautés ethnoculturelles ou les différentes associations ethniques, comme on les appelait à l'époque. Tu m'as dit, ben peut-être, mais pas exactement. C'est parce que de la façon que ça se passe, oui, c'est sur des médias sociaux, surtout Facebook et d'autres, mais si j'ai bien compris, c'est à travers la présence dans les médias sociaux de certains individus qui ont autour d'eux une communauté de personnes qui peuvent être plus ou moins homogènes. Donc, c'est souvent des regroupements Facebook ou des personnes qui suivaient des pages Facebook qui se trouvaient qui sont dans le même pays d'origine ou même catégorie ethnoculturelle que la personne qui a la page, mais que ce n'est pas une association nécessairement. Et donc, ça nous a mis vraiment, moi, ça m'a vraiment fait prendre conscience du fait qu'on est dans une logique de recherche universitaire et d'action municipale et communautaire dans le cadre du partenariat. Et on a tendance à penser en termes de regroupements comme les tables de concertation ou les services à la ville ou les centres de recherche et tout ça. Mais le constat que vous avez fait tout au début du processus, c'était super important parce que ça nous a forcé à penser en termes de l'analyse des outils de communication à partir de la base de cette idée qu'il y a des influenceurs. Donc, on n'a pas beaucoup parlé là-dessus, mais tout de suite, je me suis dit, oh, il faut qu'on pense autrement dans le cadre du projet parce qu'on n'est pas en train de chercher à faire circuler l'information dans les canaux que Farah a appelé traditionnels. Ce n'est pas traditionnel. Il y a quelque chose d'universel parce que les leaders d'opinion, ça a toujours existé et puis ça va toujours exister, mais de suivre un peu les traces naturelles de ces réseaux d'influence, ça m'a semblé vraiment un constat super ethnographique et super important. Maintenant, je vois quelques questions qui se posent aussi par nos collègues à la ville pour dire, mais regarde, on a une façon de communiquer, mais comment faire pour aller à quelque chose qui serait plus 2.0? Donc, la question que j'ai pour vous deux, c'est de savoir, là où vous vous trouvez maintenant, est-ce que vous voyez ça comme un volet du programme Femmes Relais ou est-ce que cette nouvelle façon de travailler, c'est en train de un peu contaminer, excusez le terme, est-ce que c'est en train de modifier votre façon de travailler à la base avec le projet? Aïe, aïe, ouais. C'est une question comme difficile. C'est trop tôt pour savoir. Là, mais... Oui, dans l'ici maintenant, c'est difficile parce que pour le moment, c'est un autre volet. Mais c'est certain que c'est en train de contaminer notre façon de travailler. Puis moi, je pense que quand on va revenir, on ne va pas travailler de la même façon. Ouais. Mais là, tu es vraiment loin de ta réflexion. Là, mais je pourrais te dire même, tu sais, c'est vraiment drôle parce que même quand j'avais parlé les premières fois avec Bob par rapport au projet qu'on voulait mettre en place, moi, j'étais très préoccupée par rapport à un protocole pour les femmes relais. Oui, au début, on parlait du protocole. Oui, le protocole, oui. Oui, puis tu sais, pour moi, c'était vraiment important de leur donner comme un cadre de référence et tout. Mais finalement, j'ai l'impression que au fur et à mesure qu'on travaille, peut-être que les cadres de référence faisaient en sorte que les réseaux sociaux parfois ne sont pas si structurés que ça. Donc, de trop dire, hey, vous allez partager des informations vraiment officielles. Donc, c'est comme si on donnait les... Tu trouvais que c'est trop rigide au début? Parler au G, on disait, hein? Au début, tu trouvais, mais je me souviens, deux semaines après qu'on s'est parlé, tu as dit c'est important d'avoir essayé de travailler sur un guide ou un protocole pour les façons d'intervenir, mais tu m'as dit que tu trouvais ça trop rigide et que tu pensais même que ça limitait la motivation des femmes relais. Oui, en effet, tu sais, c'est comme si on ne les laissait pas aller finalement, puis juste suivre, peut-être que finalement, c'était un peu comme un carcan, puis que dans le cadre des accompagnements qu'elles font normalement en présence, c'est plus important de faire ce genre de trucs-là, mais dans les réseaux sociaux, c'est plus fluide dans l'imaginaire des personnes, puis là, je pense que vous allez me valider si c'est ça le cas ou non, mais en tout cas, on est en train d'échanger des trucs qui étaient dans ce protocole-là, suite aux recommandations, comme de parler au jeu, que c'était pas au départ, c'était pas ça du tout. Là, en fait, on disait,
normalement, vous dites c'est la santé publique recommande de, mais finalement, finalement, ça ne mettait pas de l'avant l'humaine qui est là, comme, qui est la personne qui est en train de parler auprès de toi. Là. Donc, il y en a plein de questions, puis de façons de travailler, puis des réflexions qui nous amènent à voir la question autrement, puis qui vont être intégrées dans notre façon de travailler dans l'avenir aussi. Là. Comme, je ne sais pas, Cassandre, si tu es d'accord, là, puis ensuite, il y en a comme une question de validation, je ne veux pas, avec Farah. Ouais. Oui, Farah, Cassandre, qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? Est-ce que Cassandre, vous voyez les changements dans la façon de travailler au niveau général ou c'est spécifiquement par rapport à ce volet? Bien, ça va un peu dans les deux sens, là. Je pense que c'est une adaptation qui, tu sais, c'est une réflexion, ça nous force à avoir une réflexion sur ces façons de faire-là qu'on n'avait pas nécessairement développées puis qu'on est en train de développer. Mais d'un autre côté, veut pas, ça nous fait valoriser aussi d'une nouvelle façon. Tu sais, ça nous fait remarquer ce qui manque un peu en ligne. Tu sais, ça nous rappelle un peu ce qui est important dans les accompagnements qu'on fait en personne aussi. Le fait que ça nous invite aussi à avoir une grosse réflexion sur, tu sais, c'est ça, oui, comment on peut transposer ça en ligne, mais aussi comment dans le contexte de la crise un peu plus large, on va continuer les accompagnements en personne, tu sais, dans un contexte d'isolation. Puis on a tendance à comme faire une grande distinction. Là, je m'adresse à Farah. On a tendance, dans le langage populaire, à faire une grande distinction très claire entre la communication virtuelle et la communication en personne. Et c'est vrai que ce n'est pas pareil. Mais moi, j'ai vu des études et des recherches qui démontrent que la communication en contexte virtuel ou numérique, c'est quand même, je dirais, c'est sujet à des normes sociales pareilles. Il y a quand même des relations sociales qui se transposent dans ce contexte-là. Donc, ce n'est pas complètement un univers étranger non plus à la communication quotidienne. Ouais, je pense que c'est un bon point. Puis, je pense que c'est plus la nuance aussi entre comme une fois que la communication est établie, elle n'est pas si différente que ça au niveau interpersonnel. Mais je pense que c'est plus à la base avant que le contact soit fait, pour que la femme relais se présente en ligne, pour que le lien de confiance s'établisse. C'est peut-être là que la différence est vraiment très présente. Puis c'est pour ça qu'on est en train de travailler beaucoup sur mettre l'humain, rappeler que c'est une personne, une femme relais et non un compte du CRIC qui donne de l'information du gouvernement. C'est peut-être ça un peu la méfiance. Oui, Farah, tu voulais... Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que le faux pas qu'on peut faire avec les médias sociaux, c'est de prendre la façon traditionnelle d'envoyer une communication. On a l'impression que parce que c'est un média social, qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent recevoir le message, on va le formater comme dans un média traditionnel, par exemple de l'affichage c'est ça. Bref, vous connaissez vous connaissez, dans le fond, la manière de s'adresser, disons, à une masse versus à personne à personne. Et puis, ben, c'est ça, on pense que c'est ça, il y a plusieurs abonnés à notre truc, mais ça fonctionne un peu plus quand on va utiliser cette manière-là de s'adresser un peu plus comme une communication interpersonnelle. De toute façon, tu sais, c'est correct d'utiliser la communication de masse si on a quelque chose de simplement informatif. Je ne sais pas, moi, faire connaître les heures d'ouverture, etc., c'est correct avec la communication de masse. Mais quand on veut aller dans d'autres niveaux, quand on veut susciter la participation, etc., c'est mieux plus la communication va être moins de masse et plus personne à personne, meilleurs sont les résultats aussi. Donc, c'est pour ça que j'avais suggéré au lieu d'utiliser la formule, voici l'information, de peut-être plus utiliser aussi l'expérience de la femme relais qui dit moi, je pense telle chose ou moi, il m'est arrivé telle chose sur tel sujet. Puis là, ça devient un prétexte. Donc, en utilisant le jeu. Et puis là, ensuite, elle pouvait rentrer dans ces échanges-là plus un à un. Parce que, par contre, c'est parce que c'est beaucoup de travail, c'est exigeant
les médias sociaux. Faut tenir la conversation. C'est la différence avec les médias traditionnels où le spectateur, il est comme inactif, il est passif, il reçoit le message. Dans le média social, il peut réagir, oui, Véronica, tu voulais justement peut-être... Mais comme justement parce que comme tu touches tellement un point important parce que c'était un des affaires dans lesquelles comme normalement on est habitué à essayer de comme dans notre accompagnement des femmes relais aussi d'essayer de leur montrer comment dans la société d'accueil les trucs marchent. Donc normalement on travaille de telle heure à telle heure pour un travail plus corporatif et tout. Donc, tout le temps, on essayait de demander aux femmes relais de respecter des horaires. Tu sais, jamais on faisait des accompagnements le soir ou quoi, c'est juste bizarre. Mais en contexte de pandémie, ça ne marche pas parce que si la femme, elle a des enfants, là, comme peut-être qu'elle va avoir le temps de poster des trucs à 9 h du soir ou à 10 h du soir ou peut-être qu'elle fait l'insomnie. Puis elle va aller comme faire une veille des réseaux sociaux à 1 h du matin. Puis si c'est là qu'elle a la paix d'esprit pour le faire, go. Tu sais, donc, ça nous force à être beaucoup plus flexible puis à repenser les trucs dans les contextes actuels parce que ça ne fonctionne pas de la même façon. Puis même pour des travailleurs, ça ne fonctionne pas de la même façon. Les personnes s'adaptent à travailler très tôt le matin, très tard le soir. Moi, je vois même des personnes, il y en a quelqu'un qui me demande des références de quelqu'un pour travailler en gouvernement. Puis c'est le gouvernement fédéral, le service de dotation fédéral qui me contacte, m'envoie des messages à 7 h du soir. J'ai jamais vu ça, comme ça n'existe pas normalement. Donc, exiger aux femmes relais d'envoyer des posts juste à telle heure ou telle heure parce que c'est comme on est dans une affaire plus humaine, plus flexible, plus. Télétravail. Oui, ça réveille nos préjugés sur les fonctionnaires fédéraux. Hein? C'est comme, waouh! C'est drôle. Mais ça nous force à revoir toutes les affaires, puis tous les cas de toutes, puis ça rejoint un peu comme tout ça, c'est totalement ça, on ne peut pas comme continuer à voir les choses de la même façon, puis il faut vraiment adapter, puis peut-être qu'il va y avoir une madame qui n'est pas capable qui fait de l'insomnie aussi, puis elle va comme vraiment bien jasser avec la femme relais qui est en train d'être dans les réseaux sociaux à minuit, là, comme qu'est-ce que je sais, c'est vraiment c'est tellement plus fluide et plus... autre chose là, que c'est ça, ce sont des trucs qui sont vraiment inattendus quoi. Pour moi, c'est très inattendu et en même temps, c'est logique une fois que tu commences à l'analyser quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait intervenir ou poser une question? Sylvie? Guy aussi? OK. Alors, je voulais juste mentionner qu'il y a tout, ça ne sera pas terminé après le déconfinement. On va continuer à faire du télétravail, on va continuer à faire des Zooms, des rencontres, des réunions. Puis aujourd'hui, j'ai entendu dans le monde de l'éducation, je ne sais pas si vous vous rapprochez un petit peu du monde de l'éducation, parce que dans le fond, c'est une forme d'information, il y a un aspect pédagogique, tout ça. Où dans les écoles secondaires, par exemple, ou primaires, où les enseignements ont redémarré, les professeurs se demandaient « Ah, mais j'aurais pas de gestion de classe à faire, tu sais, les tannants dans le fond de la classe, là, puis qui lancent des effaces, puis tout ça. » Mais on ne sait pas à quel point les gens s'adaptent. Puis j'ai entendu des professeurs, des enseignants de secondaire qui disent « Ah, mais le petit tannant, là, il a trouvé le moyen de saboter les Zooms, de saboter les... » Alors, on est juste à l'étape 1, hein, puis on apprend beaucoup. Puis je pense que des communautés de pratique Zoom, là, ou des communautés de pratique d'enseignement en ligne ou de diffusion d'informations, on est au début. Donc, tout ce que vous faites, si vous documentez, c'est vraiment très, très précieux. Donc, je vous félicite. Merci beaucoup. Guy? Moi, j'avais une question. Quelle est la qualité de la communication intersubjective dans les communications qui sont un peu comme hors cadre? Tu veux dire dans les communications quoi? Dans admettons, les communications hors cadre. C'est-à-dire qu'en dehors d'une demande d'information, en dehors des heures régulières, en dehors, je dirais, est-ce que ça devient comme du talk about ou bien si c'est quelque chose qui est plus
je dirais, de qualité à pénétrer, je dirais, soit le cœur du problème ou un échange qui, normalement, pourrait avoir lieu à l'intérieur d'une entrevue. Je pense que la question, c'est pour Véronica. Ma question, c'est pour Véronica ou Cassandre, là, enfin. Okay. Donc, c'est vraiment là par rapport aux personnes là, qui sont à l'intérieur du processus des femmes relais. Mais moi, honnêtement, je ne pense pas que la qualité là, comme, de l'information soit une autre, parce que d'autant plus que c'est là où la personne est disponible mentalement pour la faire ou physiquement ou par rapport à toutes ses obligations, etc. Donc, je pense que c'est juste que comme on est vraiment habitué à certaines façons de faire puis certaines façons de fonctionner et quand même, c'est exigeant autrement parce que ça t'exige de sortir de ton cadre de référence et de revoir les choses d'une autre façon et de les respecter aussi. C'est comme moi, je commence à m'habituer là, comme à avoir, par exemple, même moi-même, là, comme à à cette heure-là qui n'ont pas les enfants, elles sont comme en feu, là, puis la qualité du contenu est aussi bonne. Donc, ouais. Je ne sais pas si ça répond à la question ou pas, là, comme, ouais. Cassandre, oui. Oui, puis peut-être juste ajouter aussi, je parlais hier avec une des femmes relais du projet, puis elle me soulignait aussi que c'était intéressant aussi à noter, mais c'est autant, on parle, c'est ça, je parlais en fait tantôt de en ligne, on perd quelque chose qu'on n'aurait pas en personne, mais ce qu'elle me soulignait en fait, c'est que à quelques reprises, elle a eu des gens qui lui ont envoyé des messages, tu sais, juste de la jasette un peu, là, des questions, qu'est-ce qu'elle fait au CRIC, des choses comme ça. Puis c'est en parlant avec la personne que là, elle lui a dit, tu sais, ah ben là, moi, si jamais tu as des questions, est-ce que tu as des besoins, non. Fait que, puis là, elle a envoyé de l'information sur l'aide financière ou des trucs comme ça. Puis ça serait pas quelque chose qu'on ferait ici. Tu sais, on n'aurait pas quelqu'un qui ferait juste rentrer dans le CRIC, faire de la jasette, puis là, soudainement, on se rendrait compte que peut-être il y a de l'information qui peut être bénéficiée. Fait que c'est sûr qu'il y a un ajout aussi, un bonus qui peut être gagné là, d'avoir justement de sortir vraiment de notre cadre de référence, que ça soit dans le sujet abordé ou dans l'horaire ou ouais. Merci. Ouais. Puis aussi, c'est une question qu'il y en a tellement d'informations, puis il y en a tellement d'informations, tellement de programmes, et normalement, on est dans une société tellement fragmentée que pour plusieurs personnes, c'est un peu la question comme tu ne peux pas imaginer la glace si tu n'as jamais vu la glace, là. Mais tu sais, il y en a eu des situations dans lesquelles les personnes, par exemple, ne pensent pas qu'ils peuvent être susceptibles d'avoir le soutien d'un programme X parce que comme ils l'ont vu passer puis ils ne pensaient pas que c'était pour eux. Et c'est vraiment comme en jassant que, finalement, je suis susceptible, je suis vraiment en méga précarité, mais je n'avais pas vu que c'était aussi pour moi. Et c'est vraiment comme... donc, ouais, c'est certain que ça exprime... ça nous laisse voir comment tellement de nouveautés, c'est difficile de digérer, c'est pas si facile de digérer par les personnes. Et d'autant plus de personnes qui ne sont pas des francophones, qui ne sont pas habituées de travailler dans le système québécois, dans des programmes de CSA, puis l'information, c'est vraiment beaucoup d'informations. Donc, d'avoir des personnes qui vont comme prendre le temps de t'expliquer et de traduire et de vulgariser dans ta langue, là, ça devient plus important, quoi. Il y a donc, avec nos collègues à la ville et même avec dans les autres réseaux de villes où je participe, il y a vraiment dans les premières semaines, il y a eu un questionnement sur la traduction des documents et puis le fait de rendre accessibles les documents. Je sais que l'équipe d'Audrey a beaucoup travaillé là-dessus. Par exemple, les fiches multilingues. Je sais que Véronica a été impliquée aussi. Et dans un premier temps, c'est la question qui se pose. Est-ce que l'information est disponible? Est-ce qu'elle est compréhensible? Est-ce qu'elle se rend dans la bonne langue aux bonnes personnes? Mais tout de suite après, en fait, pas très vite après, pour moi, c'était la première question qui m'intéressait, c'est de veiller sur ces questions de traduction dans le sens plus large. Donc, Véronica, tu viens de dire que il y a une traduction culturelle qui doit se faire.
C'est-à-dire, est-ce que le message est culturellement approprié pour pour que le message ne pose pas de problème lui-même dans la communication. Mais tu viens de soulever un autre niveau que je n'avais pas soupçonné, c'est la traduction, on pourrait appeler ça peut-être la traduction sociale. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui naviguent à tous les jours dans des conditions de précarité et un peu comme le poisson dans l'eau qui ne voit plus l'eau. Il n'y a pas cette perception nécessairement qu'ils sont ciblés ou visés par des programmes. Moi, un très bon exemple, c'est avec nos collègues dans le réseau des villes, on a commencé à parler, au Labri aussi, là, on a commencé à parler des effets de stigmatisation. Et on voit que certaines communautés sont très stigmatisées sans avoir la conscience de la stigmatisation ou de savoir qu'il y a des gestes à poser par rapport à cette stigmatisation. Donc, c'était le cas dans plusieurs villes. Ils nous parlent des exemples de signalement de propos haineux, surtout qui ciblent les communautés asiatiques. Et ils ont un problème au niveau de l'intervention pour faire comprendre aux victimes qu'il y a quelque chose à faire ou qu'ils sont victimes, tu vois. Les gens savent quand ils ressentent la discrimination ou la stigmatisation, mais il y a comme un travail de traduction à faire par rapport à ce statut social qui est personne victime de discours haineux, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Je ne sais pas si ça va dans le même sens que tu disais tantôt, mais moi, en parlant avec vous, donc Cassandre et Véronica, sur le début du programme, Farah et moi, on a posé une série de questions sur les types de situations que vous rencontrez ou que vous pensiez rencontrer sur le terrain. Et il y avait un exemple qui est venu au début, cet exemple des femmes relais qui rencontrent des personnes qui disent « Oh, de toute façon, je ne serai pas atteint du virus parce que je suis protégé par Dieu ou parce que c'est la volonté de Dieu » ou des trucs comme ça. Et on a parlé de ça. On a parlé aussi de la tendance à faire circuler des fausses nouvelles ou des théories du complot autour de la maladie. Ça, c'est deux exemples qui semblaient un peu présents et problématiques pour le travail des femmes relais au niveau de l'intervention à faire. Est-ce que ces deux exemples-là se sont avérés importants? Est-ce que vous avez vu d'autres exemples de problèmes de communication en contexte d'immigration ou contexte interculturel? Qu'est-ce que vous pensez de ces constats-là maintenant? Pas jusqu'à présent. C'est quelque chose que j'avais invité les femmes relais à faire, là, de noter s'il y avait des... À essayer de documenter un peu. Oui, c'est ça, de regarder, de porter attention au sujet, si elle voyait qu'il y avait des trucs qui revenaient, puis qu'elle ne savait pas trop comment aborder ou des choses comme ça. Jusqu'à présent, c'est pas beaucoup revenu, là, je dirais. C'est sûr qu'on va continuer à demander à ce qu'elles regardent pour ce genre de sujet-là. Elles ont partagé aussi, là, je leur avais fait suivre des informations sur, entre autres, je pense que c'est toi qui nous avais envoyé là, le petit guide pour éviter la stigmatisation, des outils aussi qui sont disponibles. Je pense Radio-Canada qui fait beaucoup de travail, là, les décrypteurs. Il y avait une plateforme aussi qui avait été mise en place par le gouvernement du Canada pour lutter contre la désinformation. Fait que, elles ont partagé des outils, mais elles n'ont pas semblé dire que c'était quelque chose qui revenait particulièrement dans les groupes, des trucs de complot, des trucs comme ça. Elles n'ont pas souligné. Là, j'imagine, veut pas, ça dépend aussi des groupes auxquels elles se sont ajoutées. Si les groupes sont bien gérés, s'il y a un filtre qui est fait, là, un administrateur, j'imagine peut-être qu'elles ont moins tendance à voir ce genre de post-là, mais c'est ça. C'est certain qu'on est en train aussi de plus en plus à les inviter à faire des veilles là, par rapport, pas juste à aller comme à mettre l'information, mais plutôt comme à lire précisément, voir qu'est-ce qu'il y a, donc plus rentrer dans une question d'interaction là, par rapport à tout ça. Moi, j'allais juste dire que même parfois, les personnes d'ici, là, de la communauté d'accueil, quand ils sont confrontés à des questions à des questions là, vraiment là, de discrimination, ils ne sont pas plus outillés là, comme même, tu sais, comme certaines que les personnes qui peuvent être visées là, par des situations comme non plus. Mais moi, je me rappelle, à un moment donné, il y a quelques mois, là,
Oui, il y a quelques mois, c'était à l'automne passé, automne-hiver passé. On a, comme des employés du CRIC, ont retrouvé des étiquettes dans le secteur de Saint-Jacques qui parlaient carrément là, qui étaient carrément islamophobes. Ils parlaient là, de retourner chez vous, gang de tatata et j'en passe. Là. Et les filles, elles avaient juste arraché ça. Elle avait arraché ça, puis elle m'avait juste envoyé des photos. Puis j'étais comme, mais non, tu sais, comme, prenez des photos avant d'aller chercher d'autres, prenez des photos parce que moi, j'avais contacté la police, tu sais, puis, mais ils commençaient à documenter, puis à inviter les personnes à faire une veille, puis à faire la même chose parce que c'est tellement choquant qu'on a juste, on veut juste l'enlever, puis c'est tout, là, mais si tu n'arrives pas à documenter, ça devient un problème en soi. Donc, puis tu vois, les personnes qui les avaient vues, ce sont des Québécois de souche, hein, quand même. Donc, c'est quelque chose que c'est tellement difficile quand tu es confronté que parfois tu ne sais pas comment fonctionnait tout simplement ou qu'il faudrait carrément les documenter ou les reporter ou ouais. Est-ce que, moi je serais curieux de savoir si Audrey, une Audrey ou l'autre, je sais que vous devez être tanné d'être les deux Audrey. Mais est-ce que du point de vue du travail que vous faites dans les territoires d'inclusion ou dans tout le processus de travail sur les fiches multilingues, qu'est-ce que la discussion qu'on est en train d'avoir, qu'est-ce que ça vous inspire comme question ou comme réflexion? Audrey, je sais que tu as été très impliquée dans la préparation des fiches multilingues, qui sont officiellement sorties maintenant. Mais oui, enfin. Mais en fait, pour moi, ça peut quand même être vu de façon un peu séparée, dans le sens où l'intention avec les fiches, c'était vraiment de regrouper, d'unir des forces, en fait, pour développer à la fois des contenus, pour mettre, dans le fond, les cerveaux de tout le monde à l'œuvre pour s'assurer que les contenus soient pertinents, puis en même temps aussi qu'on puisse se faire une espèce de petite communauté ensuite pour pouvoir les diffuser, puis justement, joindre les efforts à ce niveau-là. Puis c'est sûr que la question de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est nécessaire de véhiculer, comment on procède, puis qui est-ce que ça vise, se posait quand même dès le départ. Et là, c'est là que tout s'est un peu bousculé dans nos têtes parce que, on l'a évoqué un petit peu plus tôt. Oui, il y a la question de la langue, mais après ça, il y a la question même de comment le message est reçu, au-delà des traductions, comment il est interprété, par qui c'est véhiculé. Si c'est sur la page justement de la Direction régionale de santé publique ou de la ville versus si c'est une personne qui remet les papiers en main propre ou qui a une interaction, dans le fond, avec la personne quand l'information est véhiculée. Tout ça va jouer. Puis pour moi, je pense que tout le monde a comme des rôles qui peuvent être complémentaires puis différents à travers tout ça. C'est-à-dire que c'est sûr que dans le contexte actuel, je pense que le terrain est vraiment essentiel pour être capable d'aiguiller, par ici, dans le fond, la Direction régionale de santé publique sur c'est quoi les messages qui ne passent pas. C'est ça. Plutôt que de comme faire des outils, c'est aussi de dire c'est quoi les messages qui ne passent pas puis qu'il faut comme réitérer. Mais c'est sûr que dans le contexte du COVID, évidemment, les personnes qui sont au fait des mesures, en fait, puis en même temps qu'il faut mettre en place, c'est la DRSP. Donc, c'est d'établir un dialogue. Puis je pense que souvent, les institutions, on est peu flexibles dans nos marges de manœuvre pour être réactifs, pour être agiles, pour être des fois audacieux dans notre façon de communiquer avec la population. Puis je pense que c'est là que le partenariat est vraiment important puis essentiel, notamment en ce qui concerne les communautés ethnoculturelles, les personnes immigrantes ou allophones, de se dire, il y a des messages à passer. Nous, on détient les guidelines d'une certaine façon, mais après ça, le canal qui va comme maximiser la circulation de l'information, je pense pas que c'est les institutions qui les détiennent. Je pense mais c'est ça que j'allais dire. Merci pour ton commentaire. C'est très aidant parce que c'est facile de dire que les institutions publiques sont rigides, la ville ne s'adapte pas assez vite, mais c'est normal que ça prend plus de temps. C'est normal que le travail, certains milieux de travail sont plus normés que d'autres. C'est juste normal. Et donc, il faut pas s'y attendre. Moi, j'étais plutôt encouragé de voir les questionnements que vous avez commencé à mettre sur la table. Et puis c'est
je suis encouragé de voir que nos partenaires communautaires agissent de façon plus vite et plus souple, mais c'est normal aussi parce que ce n'est pas des paquebots. Oui, mais c'est là où on se dit comment nous, on peut être agile dans justement dans les stratégies qu'on met en place. Oui, c'est ça. C'est dans les, justement, tantôt on parlait de traducteurs culturels, traducteurs sociaux, tout ça, mais des fois, il y a aussi des traducteurs entre les différents rôles que tout le monde joue. Puis ça, maintenant, on le voit. Puis clairement, il y a des rôles que la Ville ou la DRSP ne peuvent pas endosser et vice-versa. Puis c'est là où je trouve que le partenariat et les relations de confiance sont comme essentielles là-dedans parce que des fois, il y a des messages qu'il faut qu'ils partent, qu'il faut qu'ils circulent rapidement. Puis, c'est avec des gens terrain, c'est avec des gens justement qui ont des contacts directs, qui sont faits aussi de c'est quoi les bonnes stratégies dans leur communauté. Là, on parle de Montréal, mais même d'un arrondissement à l'autre, les stratégies mises en place ne sont pas les mêmes. Les populations aussi peuvent différer, même à l'intérieur d'une même ville. Donc, je pense que ça, il faut que ça rentre aussi dans notre grille de compréhension. Puis, tu posais la question par rapport au territoire d'inclusion prioritaire, bien, c'est sûr que si je parle du binôme, en fait, en ayant des personnes qui étaient sur le terrain, quand je disais en introduction que notre rôle, c'est comme un peu raffiné puis a évolué, bien, c'est parce qu'il y a cette compréhension-là, en fait, qui est arrivée en ligne de compte, de se dire on ne peut pas arriver avec une seule et même façon de faire tout le temps. C'est important d'avoir un message qui est cohérent, mais il faut être sensible à ce que nos différents territoires nous disent sur leur réalité, puis sur les défis qui sont rencontrés, puis d'adapter les stratégies aussi en conséquence. Puis, je dirais que toute la notion de la responsabilité des citoyens, des citoyennes dans la passation de l'information, c'est quelque chose qui a été capté, dans le fond, auprès de plusieurs de mes collègues, puis ça se reflète aussi dans plusieurs projets qui ont été mis en place, de citoyens relais, de citoyens connecteurs, tout ça, qui visent justement à voir, bien, il y a toujours des personnes pivots et stratégiques, sans être des influenceurs ou des personnes comme ça, mais qui sont en contact avec une multitude de gens qui vont permettre de relayer l'information. Puis pour moi, ce qui est important, c'est qu'aussi l'information, en fait, les réalités de ces personnes-là puissent remonter aussi, que ce soit bidirectionnel aussi. Il faudrait voir, donc, c'est vrai qu'il faut distinguer entre le rôle de médiateur et le rôle d'influenceur. Ce n'est pas la même chose. Non. C'est vraiment important, je pense, pour le projet du CRIC et c'est important aussi pour notre réflexion au labo. Ce que je vois, c'est que c'est le fait que le binôme a décidé de créer ce rôle d'agent de territoire inclusif. C'est ça qui a permis la souplesse institutionnelle un peu plus. Tu as dit, il y a des choses, vous allez faire face à des limites institutionnelles. C'est normal. Mais quand même, cette présence sur le terrain, la proximité du terrain, permet d'avoir une plus grande sensibilité aux moments ou aux aspects qui bloquent. Une dernière question, et puis après, j'aimerais laisser Farah parler. Qu'est-ce que nous, les chercheurs, ou bien surtout nos collègues dans le milieu communautaire, qu'est-ce que nous, on peut faire pour pousser le paquebot, pour le faire tourner plus vite? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous alimenter ou pour soutenir ce que vous faites? Je ne sais pas. Moi, j'essaie, dans le cadre du partenariat, toujours essayer de trianguler entre chercheurs communautaires et municipaux. Est-ce que vous voyez, toi ou Audrey Badi, est-ce que vous voyez des choses qu'on peut faire pour aller dans le bon sens, pour ramer dans le même sens? Bien, assurément. Puis je trouve que c'est quand même une question complexe. J'avais comme de la difficulté à y répondre rapidement comme ça. C'est probablement qu'il y a des choses auxquelles je ne pense même pas présentement, mais assurément, dans le sens où je pense que le communautaire, le terrain, de par son expertise, son expérience, sa proximité aussi avec les gens, a beaucoup à nous renseigner, puis doit avoir un certain pouvoir d'influence après ça sur la façon dont les projets se mènent, la façon dont le contact aussi se fait. C'est souvent, dans le fond, des personnes qui vont être les premiers à lever des drapeaux en disant « ici, il y a un problème » ou « ça ne fonctionne pas » ou « ici, on rencontre tel enjeu ». Puis je pense qu'il faut il faut être à l'écoute de ça. Puis par rapport, dans le fond, au milieu plus de la recherche, bien, c'est sûr que
en travaillant à la ville, il y a aussi des compétences, en fait, qu'on n'a pas, quand il s'agit même des fois d'arriver avec une force de frappe pour émettre des recommandations. C'est beaucoup ça le rôle d'un professionnel à la Ville de Montréal, c'est d'être à même de faire le lien, dans le fond, avec certaines réalités, des contacts qu'on a avec des partenaires, puis après ça, des recommandations qu'on fait auprès des élus, auprès des instances supérieures pour dire comment on peut justement adapter, que ce soit des lois, que ce soit des démarches, en fait, ou des consultations, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que des fois aussi, surtout dans les dernières semaines, on a été beaucoup amenés à faire des recommandations sur des prises de position, puis en même temps des apprentissages qu'il faut faire pour s'améliorer par la suite. Puis c'est là où je trouve que, surtout aussi la recherche, puis la recherche-action vient beaucoup, beaucoup alimenter, en fait, ces dossiers-là, puis nous amène à voir aussi certains angles morts, certaines possibilités, des fois, auxquelles on pourrait ne pas penser. Donc, je pense que la conjugaison, en fait, à la fois du terrain de la recherche, amène les villes, je pense, à s'améliorer puis justement à évoluer sur un bon nombre de questions. Moi, si j'avais un message, pour moi, la chose qui m'inquiète plus chez les acteurs à la ville, c'est de toujours rappeler ce que tu as dit au début, c'est qu'il y a un peu cette idée que l'information ne devrait pas circuler de façon unidirectionnelle. Ouais. Mais c'est un peu la façon que les villes conçoivent leur rôle, c'est d'informer. Ouais. Mais ce que vous faites dans le cadre du projet, puis de parler avec les gens en dehors de la ville, c'est pratique parce que il faut insister beaucoup sur cette idée-là que même si la ville et les agents de la ville jouent un rôle d'instance publique officielle, bien, dans le contexte actuel, superdiversité et pandémie, il va falloir être plus créatif parce qu'on ne peut pas juste comme informer les gens, ça suffit. Non. Non. Farah, je te vois réagir. Mais c'est ça, parce que moi, ça m'a. Ce que tu disais, Audrey, ça me rappelle ma vie de fonctionnaire. J'en ai fait un petit peu allusion dans ma présentation au début. C'est que, en plus, pour avoir travaillé dans des directions de communication, la communication, elle est pensée dans ces gros organismes-là, elle est pensée achat publicitaire, achat imprimé, puis c'est déjà divisé. Tu as des gens qui sont à la conception écrite, tu as des gens qui sont à la... Tout est déjà comme divisé, compartimenté. Puis, donc, en effet, là, et la situation actuelle, c'est que le 2.0, il n'est plus nouveau, mais il est encore tellement nouveau, puis il va tellement vite, puis il se développe tellement vite. Je le disais avec juste la famille Google, le nombre d'applications possibles pour être en communication avec différents publics. On a tellement de la difficulté à être à la page, puis à pouvoir être sur toutes ces plateformes-là aussi en même temps. Donc, je pense que Bob a raison. Il n'y a pas encore d'exemple à suivre, il n'y a pas encore de modèle, tu sais. Donc, ça va être, oui, il va peut-être falloir demander aux grandes institutions qui sont habituées d'avoir des départements de communication, puis d'avoir le poste budgétaire X, puis que la communication, c'est telle chose, etc. Il va peut-être falloir, on parlait que nos vies sont changées, puis qu'on est en train de se réinventer, puis la forme de travail change, bien, il va falloir peut-être que ça vienne aussi au grand département de communication et puis qui se réinvente aussi. Je suis d'accord, là, absolument. Je pense qu'actuellement, la stratégie, c'est de travailler tous ensemble, puis d'essayer chacun des différents moyens qu'on peut utiliser pour entrer en communication. Je pense qu'on n'a comme pas le choix. L'idée du 2.0, c'est mal compris. Hein. Les gens pensent que 2.0, c'est le passage au numérique ou c'est le passage au virtuel ou c'est le passage au, je ne sais pas, les nouveaux plateformes. Oui, ça fait partie des changements technologiques, mais pour moi, le 2.0, c'est vraiment un changement de paradigme. Absolument.
par rapport aux sources de contenu. Donc, qui produit le contenu? Je me souviens très bien du passage entre Dreamweaver, c'était quoi le logiciel pour créer des sites web à l'époque, là? Et WordPress. WordPress arrive avec toute une série d'outils sur lesquels tu n'as aucun besoin de maîtriser les codes de programmation pour créer un site web. Et littéralement 5 ans plus tôt, dans le 1.0, il fallait apprendre à comment faire pour créer un site web et puis tout le faire. Non, maintenant, les outils qui sont disponibles, comme Google et tout le reste, c'est des outils qui nous permettent de devenir des producteurs de contenu nous-mêmes. C'est ça le 2.0 pour moi. Je sais pas si... Oui, complètement. Puis en même temps, il faut aussi tolérer que ça se passe. Puis je ne sais pas si c'est le contexte actuel, mais on a produit aussi, on a créé des capsules multilingues audio avec la DRSP, Diversité Artistique Montréal. Avec DAM. Avec DAM, ça a été mis sur le site de DAM, tout ça. Puis là, ben, c'est des fichiers MP3 qu'on peut télécharger, qu'on peut... Mais après ça, pour le partage numérique, c'était comme un peu un problème. Ben, en contexte normal, il aurait sûrement fallu que j'aille chercher des approbations, je ne sais pas quoi, mais là, je suis allée sur la plateforme SoundCloud, puis j'ai comme tout téléchargé, les messages, là. Puis là, ben, j'envoie le lien, puis c'est juste comme... que ça circule, tu sais. Mais c'est ça, mais ça, en même temps, je pense que dans certains liens qu'on peut avoir avec des partenaires, je pense que c'est là où on se dit la ville se doit de communiquer d'une certaine façon. Après ça, on a des agents justement médiateurs à qui on peut se dire, ben OK, eux, ils vont avoir plus de latitude que nous pour être capables de relayer l'information, puis aussi de la rendre moins institutionnelle aussi des fois. Exact, c'est ça. Donc là, il nous resterait vraiment pas beaucoup de temps, donc je vous demanderai, il y a comme Guy, Jorge et Farah qui aimeraient intervenir. Je vais demander peut-être, Farah, est-ce que tu peux dire un mot de la fin après les deux autres? Oui, oui. Ça va? Donc, je voulais juste dire que dans le fond, je pense qu'elle l'a dit, le mot, c'est contrôle. Ouais. Les grandes institutions étaient habituées d'avoir le contrôle sur l'information, puis c'est ça un peu que j'ai montré dans ma présentation. Ouais. Il faut accepter ça que d'autres... Par souci de résistance ou non, il n'y a pas le même niveau de contrôle. Guy et Jorge, je vous demandais d'intervenir de façon très brève pour qu'on puisse essayer de terminer dans quelques minutes. Guy, si tu es prêt. Oui, moi, ça va être très bref. Est-ce que l'axiome de Marshall McLuhan, le médium et le message, ça fonctionne encore dans ce contexte? Je lance là... On a perdu un bout. Est-ce que tu peux juste reposer la question si la façon de quoi? Non, l'axiome de Marshall McLuhan. Ah, OK. Le médium et le message fonctionnent encore dans ce contexte. C'est bien. Jorge, ta question? Donc, je laisse pour une réflexion. Parfait. Jorge? Oui, merci. En fait, c'est juste un petit commentaire par rapport à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire les 2.0, il y a le changement de paradigme. Oui, c'est vrai, mais attention, parce que quand on te donne des outils, ces outils sont déjà formatés par d'autres personnes. Toi, tu ne crées pas quelque chose, tu contribues, et cette contribution vient avec un système qui permet à plus de monde de contribuer parce qu'on est en train de collecter cette information pour faire de l'argent avec. Donc, il ne faut pas oublier comment que le système fonctionne aussi. Oui, c'est pas... puis ils jouent ces grosses entreprises-là, c'est de donner l'impression que le 2.0, c'est la libération de l'être humain. Et c'est l'agency, c'est comme finalement, en termes médiatiques ou communicationnels, on est arrivé à l'état parfait de l'agency et la liberté individuelle. C'est l'économie politique, là. Il ne faut pas... Voilà, c'est ça, tu soulèves un point très important, qu'il n'y a pas une structure ou un format numérique qui n'est pas déjà structuré. C'est un dispositif en soi. Donc, je laisserai, je ne sais pas si Farah ou Jorge, vous voulez répondre à la question de McLuhan. Ça, c'est vraiment une question pour les communicologues, là. Et puis après, je vais demander à Farah de nous dire quelques mots un peu de fin de séance. Si le médium et le message, et donc, dans le contexte actuel où on a le 2.0, les médias sociaux, donc il faut, je pense qu'on fait un lien avec ce qui a été dit, il faut donc considérer aussi, parce que le médium, dans le contexte, c'est aussi le citoyen. Il peut en produire de l'information, il peut utiliser un médium, etc. Il peut être un médium d'information.
Donc, je pense que donc, il faut donc essayer de plus voir l'information produite par les grands groupes et accepter maintenant que dans cette communication-là, le citoyen peut être aussi un médium, peut être aussi porteur de messages, etc. Donc, citoyen comme médium, ça c'est intéressant. Et pas uniquement citoyen, mais comme Jorge faisait allusion, les consommateurs. Oui. Donc, notre statut de citoyen bouge vers un statut de consommateur parce qu'on est le médium qui produit des données pour ces entreprises-là. C'est très stimulant comme réflexion. Farah, pour essayer de ramasser tout ça et pour aller dans l'esprit des ateliers Zoom qu'on a fait au labo depuis 2 mois, est-ce que tu peux penser à certains aspects, certains aspects de la communication, des messages que nous, on doit retenir quand on va commencer à travailler sur les textes ou sur les modules, les capsules qui vont être produits suite à l'atelier? Qu'est-ce que tu peux nous suggérer, proposer quelques aspects de synthèse pour la discussion? Surtout quand on pense à vulgariser, parce que ça, c'est la séance où on parle enfin de la communication. Là. Ouais. Ben, peut-être que je reviendrai sur, peut-être si on veut proposer pour la capsule, peut-être que je reviendrai sur l'idée justement de contrôle de l'information. Et puis, tu sais, justement, utiliser la crise, et puis elle est où, là, tu sais, qui a ce... Parce que comme on le voyait dans d'autres types de crises, et c'est ça qui a donné des dénouements inattendus, c'est les citoyens qui ont pris le contrôle avec l'outil des médias sociaux. Donc, moi, je ne sais pas, là, il est vraiment trop tôt, là, mais est-ce qu'on va assister aussi à ça dans le cas de la crise sanitaire? Comme je dis, moi, je vois quand même un retour, parce qu'étant donné que c'est une crise sanitaire, on se tourne quand même vers l'État, vers notre ville, vers les autorités pour savoir on fait quoi, là, comment on se protège, etc. Est-ce que je peux toujours aller travailler? Donc, on n'a comme pas le choix de se tourner vers ces sources traditionnelles d'information. Mais ça va être intéressant de se poser le cas si dans ce type de crise-là, qui a eu le contrôle de l'information? Très bien, merci beaucoup.